l'enregistrement maintenant. Donc, bienvenue à tous les assistants qui nous ont rejoints et aux maîtres de stage. Alors, je veux particulièrement remercier le projet e-santé Wallonie. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous le docteur Philippe Jongen parce que grâce au projet e-santé Wallonie, ce webinaire est accrédité et donc les personnes que vous voyez ici, Isabelle Ossem, Chantal De Smet, vont passer leur temps à vous encoder sur le site de l'INAMI. Et donc, je répète pour les personnes qui viendraient de se connecter qu'il faut absolument de votre poste, de votre PC, être connecté pour pouvoir profiter de ces points d'accréditation. Donc, pour être bien clair, si vous êtes 7 autour d'un PC, il n'y a que la personne qui est connectée avec son PC qui va avoir ces points-là. Donc, les autres ont encore vite le temps de se connecter via leur PC si c'est utile. Voilà. Alors, au niveau de l'agenda, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, on vous a mis à l'ordre du jour ce qu'est un hub, comment on fait pour s'y connecter, comment demander son certificat, comment gérer le IDMG via MyCareNet, comment facturer via MyCareNet, la e-prescription, le chapitre 4, comment envoyer un SUMER, la e-Healthbox et la e-box citoyen, et comment obtenir la prime pour les assistants. Et si on a encore un peu de temps après, mais on souhaite vraiment terminer à 13h30, il y aura un petit peu de temps pour vos questions. Alors, l'idée de cette session nous est venue parce qu'on reçoit énormément de questions d'ordre très pratique et qu'on voulait vraiment vous réunir tous ensemble pour vous expliquer ça en une fois plutôt que de vous expliquer de façon individuelle, ce qui est toujours plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps. Alors, au niveau des consignes, au niveau de l'organisation de ce webinaire, vous avez constaté que votre micro et votre caméra sont désactivés par défaut, c'est normal. Vous pouvez poser éventuellement des questions via le module questions-réponses que vous trouvez juste en dessous et vous pourrez même poser, si vous le souhaitez, des questions oralement. Alors, à ce moment-là, vous levez juste la main, c'est une petite main bleue qui se trouve en bas de votre écran. Et alors, à un moment donné, quand ce sera la session de questions-réponses, je vous donnerai la parole. Les réponses aux questions que vous allez formuler, que ce soit par écrit ou oralement, ce sont les animateurs. Donc, ce sera Frédéric et ou moi qui allons répondre. Et au niveau des autres consignes, quand vous écrivez vos questions dans le module questions-réponses, essayez d'être bien clair sur le fait que c'est une question en commençant par la lettre Q comme question. Et si vous voulez faire des suggestions, elles sont toujours les bienvenues parce que c'est très important pour Frédéric, qui priorise d'ailleurs les développements au niveau de nos meetings, de tenir compte de vos suggestions. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, ce webinaire est enregistré. L'envoi de ce webinaire est prévu et de toute façon, je voulais vous dire aussi que maintenant, tous nos webinaires sont accessibles sur notre chaîne YouTube que vous trouvez ici et j'enverrai ce lien à toutes les personnes qui ont participé de toute façon au webinaire ici. Et je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à partager. Donc, si vous entendez dans votre entourage des personnes qui ont les mêmes questions que vous avez maintenant et sur des sujets qui auront plus de secrets pour vous dans 1h30, eh bien, n'hésitez pas à partager tout ce qu'on aura fait aujourd'hui. Et donc, je vous laisse en compagnie maintenant de Frédéric qui va vous montrer tout ce qui est prévu à l'agenda. Une bonne réunion. Bonjour à tous, voilà, donc je vais également partager mon écran. Voilà. Donc le but de ce webinaire est de savoir comment pour un assistant utiliser tous les services de la e-santé. 1h30 c'est très court, donc je vais devoir passer rapidement sur certains points, mais comme c'est enregistré, vous pourrez y revenir facilement. Alors, la première des choses que je vais vous montrer directement dans MediSpring est ici. Donc un nouvel assistant arrive au cabinet s'inscrit au cabinet arrive au cabinet du maître de stage. Le maître de stage, lui, va ouvrir sa session, va aller dans les outils et là, dans les utilisateurs, va créer un nouvel utilisateur en cliquant sur ce bouton.
Ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre un utilisateur existant, par exemple ici vous voyez assistant Michael, et de changer ces infos là-dedans. Sinon, vous allez à ce moment-là changer, tous les contacts faits par l'ancien assistant vont être mis au nom du deuxième. Naturellement, ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, cliquez sur Nouvel utilisateur, remplissez toutes les coordonnées et alors l'utilisateur, le nouvel utilisateur, l'assistant, pourra se connecter avec ce login mot de passe qui aurait été créé par le maître de stage. Et alors à ce moment-là, remplir toute sa fiche administrative. Donc, quand l'assistant devra remplir sa propre fiche administrative, donc il va se connecter à MediSpring, et quand il va se connecter, il pourra aller ici, tout à fait en bas à gauche, sur ses initiales. Là, il pourra naturellement compléter son numéro national, son numéro d'INAMI. Dans la partie adresse, bien compléter un lieu de travail avec l'endroit où il travaille, donc l'adresse du cabinet médical où il travaille. C'est important pour l'envoi d'un SUMER, il faut obligatoirement avoir un code postal d'un lieu de travail. Encodez-y également votre téléphone ainsi que votre email. Au niveau de la facturation, il n'est pas nécessaire d'encoder, de toute façon pas votre numéro de compte, parce que c'est le numéro de compte du maître de stage qu'il faut encoder, mais vous ne devez même rien mettre. C'est le maître de stage qui fait cet encodage, puisque c'est lui qui fait les envois des e-facts. Une fois que votre fiche est créée, vous allez ensuite dans l'onglet Connexion e-Health. Et là, vous allez cliquer sur le bouton Choisir un fichier pour récupérer votre fichier e-Health. La première des choses, c'est naturellement faire cette demande de certificat e-Health. Pour faire la demande de certificat e-Health, il est mis dans mon PowerPoint, je vais le montrer tantôt, mais j'ai ici, vous allez pouvoir directement arriver sur le site de e-Health et là, vous cliquez sur accéder à la gestion des certificats e-Health et vous continuez, vous pourrez faire votre demande de certificat e-Health. Pour faire tout ça, vous pouvez utiliser l'aide de MediSpring. Nous avons ici, pour faire une demande de certificat e-Health, dans MediSpring ici, j'ai cliqué sur le petit point d'interrogation, j'ai cliqué sur les FAQ, et là, dans les FAQ, vous pouvez dans le champ de recherche taper certificat. Vous trouverez par exemple demander un certificat e-Health et là vous allez arriver sur la demande de certificat e-Health. Vous pouvez cliquer directement sur ce lien et suivre le mode d'emploi. C'est vraiment très simple à faire. Ceci est expliqué également dans le PowerPoint que je vais vous montrer ici. Puisque vous avez un certificat e-Health, ça permet de vous connecter au hub. Donc, un hub, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où sont stockées toutes les données des patients émises par les médecins traitants, donc les SUMER, émises par les hôpitaux. Donc, le prérequis, naturellement, c'est d'avoir ce fameux certificat e-Health, avoir un consentement éclairé du patient ainsi qu'un lien thérapeutique avec le patient. Donc le premier point, le certificat e-Health, vous venez de l'encoder dans MediSpring, vous l'avez cliqué sur le bouton choisir un fichier et vous avez été le chercher au bon endroit. Dans l'aide de MediSpring, il est indiqué que quand vous faites une demande à e-Health du certificat, il va se placer dans le disque C, dans les utilisateurs, dans votre nom, enfin moi le nom de mon ordinateur c'est bureau, un dossier qui s'appelle e-Health et un dossier qui s'appelle KStore. Et dedans, enfin moi je l'ai déplacé, mais dedans vous retrouverez le certificat qui a été émis par e-Health. Et un certificat se présente toujours de cette façon-là. Il a une petite icône, commence par SSIN, et vous retrouvez ici au début votre numéro national. Bien la preuve que c'est votre certificat. Par exemple, ici en dessous, j'ai le certificat de quelqu'un d'autre. Ensuite, là, vous retrouvez la date de demande du certificat. Si dans l'ordinateur, il y a plusieurs certificats e-Health, prenez celui qui est le plus récent en date. Ça, c'est un autre encodage. Et ça, l'extension du certificat, toujours un point P12. Si jamais vous ne retrouvez pas, vous pouvez faire une recherche dans Windows pour retrouver les points P12. Une fois que vous avez mis ce certificat dans MediSpring,
vous allez taper le mot de passe, cliquez sur se connecter et vous êtes connecté. La preuve de votre connexion est que le petit bouton ici en bas à droite de vos initiales est noir, signe que vous êtes connecté au service IELTS. Alors la deuxième prérogative était de savoir si vous êtes réellement, si le patient a donné son consentement pour le réseau de santé wallon, bruxellois, pour les hubs, et s'il a un lien thérapeutique avec vous. Premièrement, en ouvrant le dossier du patient, vous afficherez dans MediSpring cette barre I de la e-santé. La deuxième icône est le consentement du patient. Le patient a donné, l'icône est verte ici, son consentement à l'accès de ces données sur les hubs. Si jamais cette icône était grise, c'est-à-dire que le patient ne l'a pas demandé, à ce moment-là, vous pouvez cocher la case ici, dire au patient, voilà, montrer au patient, je demande librement à m'inscrire sur les réseaux de santé, etc. Et cliquer sur enregistrer le consentement. Il faut naturellement que le numéro de carte d'identité ait été introduit. C'est à faire une seule fois et en général, la majorité des patients sont déjà inscrits, ont donné leur consentement sur les réseaux de santé. La deuxième chose à faire pour pouvoir utiliser les services de la e-santé est d'avoir un lien thérapeutique. Votre maître de stage a probablement un lien thérapeutique avec tous ses patients. Par contre, vous, en tant que médecin assistant, vous n'avez pas ce lien thérapeutique. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez, le lien thérapeutique sera gris, vous cliquez dessus, et là, il faudra retaper le numéro de carte qui se trouve sur le numéro de carte de la carte d'identité du patient et cliquer sur le bouton enregistrer le lien thérapeutique. Par exemple, si je prends mon nom ici comme patient, j'ai lu ma carte relativement récemment et lorsque je vais cliquer sur lien thérapeutique, vous voyez que le numéro de carte se met automatiquement. Dans l'autre exemple que je vous ai donné, c'était un patient créé bien avant, où je n'ai pas encore lu sa carte d'identité il y a plusieurs années. Donc maintenant, dès que vous avez lu la carte d'identité, le numéro de carte se place immédiatement. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton enregistrer le lien thérapeutique et vous aurez un lien thérapeutique avec ce patient pendant une durée de 15 mois. Au bout de 15 mois, il faut refaire le lien thérapeutique. Je reprends le PowerPoint ici. Voilà. Donc, le hub permet de voir toutes sortes de données qui ont été placées sur les réseaux par les médecins, entre autres le SUMER. Le SUMER est un résumé électronique du dossier du patient qui a été placé sur le réseau de santé wallon, bruxellois ou flamand. Vous pourrez aussi, grâce à ce certificat IELTS, faire des prescriptions électroniques. On va en parler tantôt. Vous pourrez aussi accéder à la plateforme MyCareNet, qui est une plateforme d'échange entre tous les médecins et les paramédicaux ainsi que les mutuelles. Dedans, nous avons toutes les facturations. Il y a Testifact, on va en parler, le IDMG et les demandes de remboursement en chapitre 4. L'assurabilité, naturellement, ça coule de source. Et la dernière chose est l'accès via ce certificat IELTS à la IELTS Box et à l'e-box citoyen, mais ça c'est un peu différent, c'est avec votre propre carte d'identité. Donc ceci est un peu le résumé du webinaire d'aujourd'hui. Donc le prérequis, comme je vous ai dit, naturellement pour un assistant, avoir un numéro d'INAMI, ça coule de source. Obtenir son certificat IELTS, donc dans l'aide de MediSpring, tapez certificat et vous retrouverez la demande de certificat IELTS. Vous avez dans ce PowerPoint que je peux vous donner également l'accès direct à ce lien. Vous pouvez également aller sur la e-santé Wallonie qui vous permet, avec des tutoriels, de retrouver directement comment obtenir son certificat IELTS, ainsi que le numéro de téléphone du helpdesk de e-santé qui peut vous aider dans cette démarche. Naturellement, avant de faire toutes les demandes d'accès patient, j'ai oublié de vous signaler, vous devez vous-même être inscrit en tant que médecin sur le réseau de santé wallon. Donc pour ce faire, vous tapez RSW dans Google. Je vais voir si j'ai, hop, voilà,
ici, vous tapez RSW dans Google, vous allez tomber sur le réseau de santé wallon. Là, dans l'espace professionnel, vous vous connectez via It's Me ou avec votre carte d'identité. Et alors, si vous n'avez jamais été inscrit, on va vous proposer une procédure d'inscription. Vous devez remplir quelques renseignements et choisir un médecin garant. Un médecin garant, ce sont des médecins qui vont attester que vous êtes bien un médecin généraliste et qui pourraient avoir accès à ces données. Vous pouvez choisir par exemple le docteur Philippe Jongen, qui est responsable du réseau de santé wallon. On peut également me choisir pour obtenir cet agrément de IELTS. Voilà, donc ça, j'en ai déjà parlé. Les procédures d'inscription, c'est pas très compliqué. C'est à faire naturellement une seule fois. Le médecin garant, vous choisirez un médecin garant dans la liste. Et quelques jours après, moi-même ou le docteur Jungen pourront valider votre fiche ou un médecin responsable de votre cercle également. À nouveau, la e-santé Wallonie peut vous aider. Ce certificat IELTS, je vous le rappelais, se trouve à cet endroit-là, dans l'ordinateur, donc le disque C, utilisateur, votre nom et un petit dossier IELTS puis KeyStore. On vous conseille de le copier sur une clé USB, surtout pour en avoir une sauvegarde, et en plus pour également avoir cette clé USB au poste médical de garde, où ce certificat est utile naturellement pour avoir accès à toute la e-santé. Donc là, ce sont les petits détails que je vous avais donnés sur l'utilisation, sur le détail du certificat. Le consentement éclairé, j'en ai parlé aussi, j'ai fait quelques petits raccourcis. Le lien thérapeutique, j'en ai parlé aussi. Ici, c'est quelques petites infos théoriques qui vous montrent qu'un hub, donc c'est vraiment un concentrateur de données qui viennent de tous les hôpitaux, et le hub permet d'interconnecter tous ces ordinateurs entre eux. Donc il y a plusieurs hubs belges, le hub bruxellois, deux hubs flamands, ainsi qu'un seul hub en Wallonie. Nous avons aussi ce qu'on appelle des coffres forts, qui sont des serveurs où sont stockées toutes ces données, un en Flandre, un à Bruxelles et un en Wallonie. Et tous ces hubs sont interconnectés entre eux naturellement. Mais pour vous, ce qui compte, ce qui est important, ce n'est pas tellement tous ces détails, je vais passer rapidement dessus. Ce qui compte, c'est que toutes ces données puissent être échangées entre les médecins et tous les autres prestataires de soins. Alors, comment ça se passe en pratique? Attendez, je vais avancer un peu parce qu'il y a beaucoup d'infos sur ce PowerPoint. Voilà. En pratique, le réseau de santé wallon a une matrice d'accès, c'est-à-dire que les médecins ont accès à tout ce qui se trouve sur le réseau de santé wallon ou bruxellois. La sage-femme également, les pharmaciens certaines choses, les dentistes d'autres choses, les infirmiers, les kinés. Voilà. Il y a une matrice d'accès qui vous dit quel paramédical peut avoir quelle action au niveau de la visualisation des données du patient. Attendez, je vais à nouveau aller un peu rapidement. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, je vais le montrer dans MediSpring, ce sera plus facile, c'est la réalisation d'un summaire. Donc, on avait parlé qu'une des premières choses que vous pouvez faire, une fois que vous avez votre certificat IELTS activé, c'est compléter votre dossier pour avoir un bon summaire. À nouveau, dans l'aide de MediSpring, nous avons toute une série de vidéos qui montrent comment faire un bon summaire. Mais un summaire est un résumé du dossier médical. C'est-à-dire que dans le summaire, vous allez retrouver les problèmes de santé, vous allez retrouver les traitements en cours, les antécédents des patients, ses allergies et intolérances, ses facteurs de risque et ses vaccins. Vous allez également retrouver ici dans la note médicale du patient les volontés du patient, c'est-à-dire le fait que le patient accepte ou n'accepte pas la réanimation, la transfusion de sang, l'intubation, etc., etc. Toutes ces infos sont envoyées au moment de l'envoi du summaire. Par contre, ne sont pas envoyées dans le summaire vos consultations encodées, les labos par exemple que vous recevez de la IELTS Box et toutes vos notes personnelles.
Donc la première chose pour avoir un bon SUMER, c'est avoir des éléments de soins qui sont correctement faits. Supposons qu'en tant qu'assistant, vous ouvrez le dossier d'un patient et que vous remarquez qu'il y a des données, par exemple, qui ne doivent plus y être. Par exemple, je prends l'exemple d'une pneumonie atypique que le patient a eue il y a quelques années. Il n'est plus revenu à la consultation. Cette pneumonie est maintenant complètement terminée. Elle doit passer en antécédent. Vous avez ici un menu sur la droite qui vous permet directement de faire passer cette pneumonie en antécédent. Elle disparaît de la liste des problèmes de santé et passe directement dans les antécédents médicaux. Vous pouvez mettre ainsi de l'ordre dans le dossier de votre patient si ça n'a pas été fait. Également, vous pourrez encoder de nouvelles choses. Par exemple, en problème de santé, vous cliquez sur le petit plus pour ajouter une donnée. Et là, par exemple, vous allez noter que le patient souffre, par exemple, d'eczéma chronique. Vous allez taper quelques lettres et là, vous allez retrouver, par exemple, l'eczéma atopique. Vous voyez que toutes ces données sont codées. Vous pourrez toujours, dans l'eczéma atopique, mettre une petite note, par exemple, sur tout le tronc. Je prends un exemple. Et vous pourrez encore, dans la note ici, rajouter autre chose, par exemple, suivi par le docteur Intel. Lorsque vous ajoutez cet élément de soin, donc ce problème de santé, donc l'eczéma atopique va se rajouter avec le commentaire que j'ai mis, ainsi que la petite note. Toutes ces données vont passer automatiquement dans le SUMER. Par contre, lorsque vous faites une consultation, en cliquant sur le bouton Consultation, vous avez dans le modèle SOAP le A qui est l'appréciation diagnostique. Là, vous allez taper par exemple, vous allez taper quelques lettres pour retrouver une pharyngite. Lorsque vous allez clôturer cette consultation, la pharyngite, qui est un diagnostic qu'on appelle non relevant, non important, ne va pas se retrouver dans les problèmes de santé et donc ne va pas se retrouver dans le SUMER. Le SUMER ne va pas être pollué par plein de choses inutiles. Une fois que vous estimez que votre dossier est bien complet, vous pouvez alors aller sur ici l'onglet Hub et là vous êtes directement placé sur l'onglet SUMER. Vous pouvez cliquer dessus et voir qu'il y a un dernier SUMER qui a déjà été envoyé par exemple tout récemment. Mais supposons que ce SUMER date d'il y a plus d'un an, vous avez envie d'actualiser ces infos parce que vous avez remis de l'ordre dans le dossier du patient. Vous cliquez ici sur le bouton en haut à droite « Envoyer un SUMER ». Là, vous allez avoir une prévisualisation de toutes les données, comme je vous expliquais tantôt, les problèmes, les allergies, les intolérances, le traitement chronique, etc., ainsi que les vaccins et les volontés du patient. Vous pourrez décocher des choses. Si par exemple le patient vous dit, vous savez, moi j'ai un eczéma, mais j'ai pas envie que ça se sache pour une raison ou une autre, c'est plus pour des problèmes parfois d'impuissance ou des problèmes de viol, etc., etc. Vous pourrez à ce moment-là décocher un élément de soin. Ceci sera gardé en mémoire et alors une fois que vous aurez décoché ceci ou plusieurs éléments de soin, cliquez sur le bouton Envoyer. Lorsque vous aurez fait un envoi, le SUMER va directement se placer sur le réseau de santé wallon ou bruxellois en fonction de votre domicile, de votre lieu de travail. Et vous voyez que le SUMER a été mis à jour automatiquement avec la date du 15 du 12. Donc, ce n'est pas très difficile, mais pour l'instant, dans MediSpring, nous n'avons pas encore de module automatique de SUMER, mais ça viendra prochainement, où un SUMER pourrait être envoyé de façon semi-automatique dès qu'une donnée a été modifiée dans le dossier du patient. Même chose, lorsque vous faites une consultation, lorsque vous allez cliquer sur le plus, le P ici, vous allez arriver dans le module de traitement. Si vous encodez tous les traitements de façon structurée avec les médicaments qui apparaissent dans cette liste, tous ces médicaments vont directement apparaître ici dans les traitements en cours et vont vous permettre d'être envoyés directement dans le SUMER. Lorsqu'on est dans l'onglet Hub, ce qui est fort intéressant aussi, puisque vous avez maintenant votre certificat IELTS, donc vous avez votre clé, votre passe-partout qui vous permet d'ouvrir toutes les portes du dossier du patient sur le réseau de santé wallon, bruxellois ou flamand. Vous avez plusieurs onglets. Vous avez ici le schéma de médication
qui n'est pas encore terminé pour Medispring, qui permettra un échange d'informations au sujet du traitement du patient entre les médecins hospitaliers et les spécialistes et les pharmaciens. Vous avez également un onglet Journal qui permet de mettre des petites notes. Vous pouvez envoyer une petite note directement sur le réseau de santé wallon ou bruxellois dans le dossier du patient. Dans l'onglet Laboratoire, vous avez tous les laboratoires qui ont été récemment demandés pour les patients. Et dans l'onglet Autres, vous avez toutes les demandes, les rapports des autres médecins spécialistes, ainsi que l'accès au RSW2, par exemple, pour l'application du nouveau module du réseau de santé wallon. Si vous avez envie, par exemple, dans les laboratoires, vous remarquez qu'il vous manque des données, par exemple, c'est un nouveau patient où des données ne sont pas arrivées dans votre dossier, vous pourrez directement cliquer sur le bouton ici du laboratoire. Vous allez avoir les données de laboratoire qui vont soit s'afficher directement à l'écran, soit ici sous forme d'un PDF. En cliquant dessus, vous pourrez voir le contenu de ce PDF directement sur le réseau de santé wallon dans mon cas. Et vous aurez aussi l'occasion d'importer dans le journal. Si je clique importer dans le journal, moi je peux choisir un intervenant. Par exemple, ici je vois que l'intervenant mis dans cette transaction est M. Sandy de Spiegeler, le pharmacien biologiste. Il n'est pas dans ma base de données. Moi, je peux cliquer sur le créer. Je l'ai directement créé et puis je valide. Et le document se trouve directement importé dans mon dossier à la date de ce document. Donc, de cette façon-là, vous avez déjà un accès complet à l'ensemble des données du patient via le hub. Vous avez aussi l'occasion, via le hub, dans le SUMER, si vous avez par exemple un nouveau patient qui arrive, c'est d'afficher une fois que vous avez son lien thérapeutique avec lui naturellement, d'afficher son SUMER et de l'importer dans le dossier du patient. Si je clique importer dans le dossier du patient, je vais me retrouver sur la gauche avec toutes les données qui existent déjà dans Medispring. Naturellement, ici, il y en a beaucoup parce que ce patient existait, mais supposons que ce soit un nouveau patient qui arrive chez vous, ce sera complètement vide. Et là, vous retrouvez sur la droite l'ensemble des données du SUMER qui ont été placées par son ancien médecin traitant dans le SUMER. Vous pourrez cliquer sur sélectionner tout et là, l'importer directement. Et alors, automatiquement, en un clic, vous allez avoir toutes ces données du journal qui vont se créer, tous les problèmes de santé, le traitement en cours, les antécédents, etc., qui se trouvaient dans le SUMER, vont être automatiquement placés dans votre dossier. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire lorsque vous avez vraiment un nouveau patient, plutôt que de tout réencoder manuellement, naturellement. Je pense qu'également le travail en tant qu'assistant chez un maître de stage permet également d'avoir un deuxième œil sur le dossier et de voir si un ordre peut être fait dans le dossier. Par exemple, cet abcès amygdalien nouveau, c'est quelque chose qui est terminé. On peut le placer directement en antécédent et rendre parfois le dossier un peu plus lisible si le maître de stage n'a pas eu l'occasion de le faire auparavant. Nous allons passer maintenant dans un deuxième cas de figure et pour ce faire, je vais le faire sous forme d'une petite consultation. Donc, j'ai cliqué sur le bouton « Nouvelle consultation ». J'ai affiché ma consultation ici. Donc, de façon intuitive, vous allez taper par exemple « gorge » et vous allez retrouver le mal de gorge. Dans l'anamnèse, vous allez taper votre anamnèse mal en avalant, etc., etc., etc. Vous pourrez aussi utiliser ce qu'on appelle des mots-clés. Vous voyez, moi j'ai créé un mot-clé qui s'appelle IVRS et dans lequel j'ai un canevas de consultation qui s'affiche. Donc ces petits mots-clés peuvent être créés par vous-même ou par votre maître de stage. Dans les outils ici, mots-clés, vous avez la possibilité de créer autant de mots-clés que vous le désirez. Le O permet l'encodage de l'examen clinique. À nouveau, un petit mot-clé peut
proposer une auscultation pulmonaire, cardio-pulmonaire normale par exemple. Le haut, l'objectif permet d'encoder la biométrie. Nous avons toujours un affichage des graphes qui vous permet de visualiser les anciens encodages. Notez par exemple la tension, puis par la touche de tabulation, vous pouvez passer au pouls, vous pouvez passer à la saturation, etc., etc., et vous l'enregistrez. Lorsque vous arrivez dans le P, le plan d'action, le petit plus ici sur le côté vous permet d'ouvrir la prescription. La prescription, il faut savoir que le module de prescription utilise actuellement les bases de données du CBIP. Ces bases de données vont être changées d'ici un mois plus ou moins avec la base de données SAMV2 qui aura l'avantage d'être une base de données qui est mise à jour tous les jours et qui vous permettra également de montrer les médicaments qui sont en rupture de stock. Donc, je vais prescrire un médicament. Par exemple, dans ce cas-là, le mal de gorge, je vais lui prescrire de l'ibuprofène. Je vais taper quelques lettres de l'ibuprofène. Je vais en sélectionner un. Je peux faire un clic dans chacune des cases de la posologie. Un clic le matin, un à midi, un le soir, éventuellement pendant le repas. Ensuite, vous cliquez sur « Ajouter ce traitement ». Il se place dans l'ordonnance. Le patient peut demander également ses médicaments habituels, dont le glucophage et la L-tyroxine. Je clique sur chacun des médicaments via le petit plus et mon ordonnance se crée. Vous aurez ensuite l'occasion d'envoyer cette ordonnance par e-récipé. D'abord, une petite parenthèse. Vous voyez que la date de fin d'exécution ici pourra être prochainement modifiée. La date de fin d'exécution pourra prochainement être modifiée une fois que la base V2 la SAM V2 sera accessible et la date de fin d'exécution pourra être placée jusqu'à 1 an maximum. Si vous avez envie de faire des ordonnances sur plusieurs ordonnances séparées, il vous suffit de cliquer sur le bouton ordonnance, une deuxième ordonnance vide apparaît et là par exemple vous pouvez taper l'exemple classique, c'est par exemple le Viagra. Le patient demande d'avoir une ordonnance de Viagra à aller chercher dans une autre pharmacie. Ensuite, quand vous avez terminé, je vais supprimer cette ordonnance-là pour le test, quand vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton Envoi et récipé et imprimer ou Envoi email et imprimer. Je vais prendre cet exemple-là. Quand je vais cliquer sur le bouton email, vous allez voir que l'envoi et récipé se fait. Donc, c'est-à-dire que la prescription est envoyée à e-récipé et e-récipé nous renvoie en retour, donc ça prend un dixième de seconde, nous renvoie en retour un code barre. Et c'est le pharmacien qui scannera ce code barre. Il faut savoir que je vais reprendre pour ça mon PowerPoint ici, j'étais déjà un peu plus loin. Attendez, voilà. Donc il faut savoir que les anciennes ordonnances papier ne sont plus valables. L'ordonnance électronique, l'ancienne ordonnance électronique n'est plus valable non plus. Il n'y a plus qu'une seule ordonnance électronique valable qui donne une preuve de prescription électronique. Sur cette preuve de prescription électronique, nous avons uniquement un code barre. Il n'y a même pas le cachet avec votre nom. Cette ordonnance ne doit pas être signée non plus. C'est pour ça qu'il est très important dans votre fiche personnelle, quand vous avez encodé dans vos initiales en bas à gauche, d'encoder un numéro de téléphone, car c'est le seul moyen qu'a le pharmacien pour contacter le médecin qui a fait cette ordonnance, puisque aucune info n'apparaît sur le papier, mais apparaît bien sur les données informatiques. Le pharmacien, donc, lui, va scanner le code barre, va directement aller sur le serveur de e-récipé et verra les médicaments qui sont en attente. Entre autres, ces 4 médicaments-ci, il pourra les délivrer. Au milieu de l'année prochaine, milieu 2021 donc, l'ordonnance électronique sera complètement dématérialisée, c'est-à-dire qu'un document papier ne sera plus utile. Il y aura juste un bouton « Envoyer et réciper » et le patient pourra aller dans n'importe quelle pharmacie en montrant sa carte d'identité, aller chercher son ordonnance. Vous me direz naturellement,
que des bugs, ça existe. On peut très bien tomber en panne d'ordinateur, en panne d'Internet, ou être en visite à domicile ou dans la maison de repos et pas avoir son ordinateur et forcément son imprimante avec soi. Alors, il faut savoir qu'il existe des dérogations pour les ordonnances papier, donc les vieilles ordonnances papier classiques faites à la main, comme ici, ou les ordonnances électroniques, lorsqu'on est en panne d'Internet, elles vont sortir sur ce format-là. Ces ordonnances devront être signées, naturellement. Et les exceptions sont les visites à domicile, sont les médecins plus âgés qui ne s'informatiseront pas, et les cas de force majeure, par exemple une panne Internet ou un problème d'ordinateur. Une fois dans ce cas-ci que j'avais encodé l'adresse email du patient, j'avais moi-même encodé ma propre adresse email, et je n'ai plus, il y a un petit contenu du mail qui se place ici dans l'objet du mail que vous pouvez changer naturellement aussi. Vous cliquez sur le bouton envoyer l'email et l'ordonnance est partie directement dans la boîte email du patient. Tant que nous sommes dans les consultations, nous avons également l'incapacité de travail qui permet d'être envoyé par email au patient. Par exemple, dans ce cas, vous pourrez utiliser un certificat de COVID de téléconsultation et directement l'envoyer par email au patient. Ces documents ne doivent pas être signés. Par contre, si vous utilisez un certificat classique comme ceci, une incapacité de travail, que vous l'envoyez par email, cette incapacité de travail ne sera pas signée naturellement. Donc là, c'est réservé uniquement au cas de téléconsultation de COVID. Dans le P, vous avez également l'occasion d'aller chercher des documents. Dans MediSpring, vous avez déjà toute une série de documents. Vous pouvez choisir un destinataire. Par exemple, je vais choisir un prestataire. Je vais choisir le nom d'un médecin spécialiste. Je vais valider et je vais chercher un document type, par exemple, que j'avais créé qui s'appelle Avis confrère, et je vais créer une lettre pour en donner au médecin spécialiste par le patient. Cette lettre peut être envoyée par email au patient également, et cette lettre peut être envoyée par ISBox à ce moment-là au médecin spécialiste. Vous pouvez aussi, et c'est quelque chose d'important, vous pouvez aussi vous-même envoyer cette lettre qui reprend automatiquement le motif de votre consultation, tous les problèmes de santé du patient, etc. Vous pourrez également envoyer ce document directement sur le hub. En un clic, il est envoyé sur le hub. L'avantage, c'est que le médecin spécialiste, lui, le verra lorsqu'il va se connecter sur son logiciel hospitalier. Il ouvrira le dossier hub du patient et retrouvera directement votre document qui a été fait et il peut l'intégrer au dossier de son patient directement sans devoir scanner le document papier que vous avez reçu. Donc la prescription électronique, donc ce n'est pas très compliqué, mais donc je vous encourage, comme ici dans la consultation, d'utiliser au maximum les termes codés. Nous avons la possibilité, par exemple, il a très mal en avalant, vous pouvez utiliser du texte libre à mettre comme diagnostic. Mais nous préconisons vraiment les termes structurés que vous retrouverez dans les bases de données. Par exemple, dans cette période de COVID actuellement, vous tapez 3-4 lettres de COV et vous allez retrouver les 4 termes en rapport avec le COVID. Puisque vous avez votre connexion e-health, vous avez donc accès à tous les services de la e-santé. Un autre service de la e-santé sont les e-forms. Dans les e-forms, vous retrouverez tout d'abord le formulaire Handicare. Le formulaire Handicare est le formulaire qui va se compléter automatiquement lorsque vous devez donner des informations au SPF pour le handicap du patient. Il vous suffit d'encoder le numéro NIS, qui est le numéro de référence pour l'envoi, de cliquer sur Suivant, de vérifier que tout est bien en place, éventuellement de mettre des remarques, d'ajouter des annexes et ensuite d'envoyer ce document Handicare au SPF.
Quelque chose naturellement fort utilisé actuellement dans le plus du SOAP sont les e-forms avec toutes les demandes d'analyse de laboratoire, de signalisation d'une suspicion, etc., etc. Vous pourrez directement cliquer sur la demande d'analyse de laboratoire. Là, vous ouvrirez toutes les données du patient et là, toutes les données seront complétées directement dans l'e-form, les données du patient, les données du médecin, le numéro de téléphone qui avait été encodé auparavant. Et là, vous pourrez simplement cliquer. Le patient n'est pas un personnel de soins, c'est en ambulatoire. Il a-t-il des symptômes? Non, non. Vous continuez simplement. Un échantillon a-t-il prélevé? Pourquoi? Parce qu'il est redirigé vers un centre de triage. Vous notez le nom du centre de triage, par exemple ici le site de Godin, et quand vous avez terminé, éventuellement si le patient a l'application Corona Alert, vous envoyez l'e-form directement, la demande est faite, et une fois que l'e-form a été fait, vous allez le retrouver ici dans la consultation. Je ne l'ai pas moi-même envoyé ici pour ne pas polluer par des tests, et vous pourrez l'imprimer pour le donner au patient. Donc là, vous retrouvez déjà maintenant tous les services de la e-santé au sujet qu'on peut retrouver dans une consultation. Maintenant, je vais vous parler de MyCareNet. Vous vous souvenez que j'avais expliqué que MyCareNet est une plateforme d'échange entre les prestataires de soins, donc les médecins et les paramédicaux, et les mutuelles. Et quand vous ouvrez le dossier du patient, la barre e-santé ici de Medispring vérifie toutes ces infos-là. La première vérification qui est faite, c'est l'assurabilité. Par exemple, dans l'assurabilité, je vais prendre par exemple dans ce cas-ci un autre patient. Je vais cliquer sur le bouton est vert, c'est-à-dire que l'assurabilité a été vérifiée à l'ouverture du dossier du patient et que le patient est en règle d'assurabilité. Si vous voulez avoir des détails, vous cliquez sur le bouton assurabilité et là, automatiquement, vous allez avoir toutes les données qui vont se placer dedans. Ces données de mutuelle, le patient, il est BIM, il est non BIM, il est tiers payant. Dans cet exemple-ci, vous voyez que le patient n'est pas BIM, mais il a un tiers payant autorisé. Il n'appartient pas à une maison médicale et vous trouvez aussi d'autres infos. Par exemple, c'est un patient en trajet de soins. C'est le médecin Binamé Dominique qui s'en occupe au niveau médecin généraliste. Voici le nom du spécialiste. C'est un patient qui a un statut de maladie chronique et il n'a pas de pharmacie de référence. Lorsque le patient a une pharmacie de référence, on le voit là directement aussi. Quand je prends par exemple un autre patient, ici un patient que j'ai renommé MMF, si je vais voir dans son assurabilité, vous allez voir directement que le patient est en maison médicale. Et donc dans ce cas-là, naturellement, vous ne pourrez pas faire de facturation, mais vous devrez facturer directement à cette maison médicale. Donc la barre d'assurabilité vous donne beaucoup d'infos. D'autres infos vont encore arriver à partir du début de l'année prochaine, par exemple si le patient est en soins palliatifs. Vous avez aussi l'occasion dans cette assurabilité ici, comme je vous le montrais, par exemple ici, le patient a une pharmacie de référence. C'est un peu l'équivalent du DMG chez le pharmacien. Vous pourrez vérifier si un patient est hospitalisé. Vous cliquez sur le bouton hospitalisation et là, vous cliquez sur vérifier. Et si le patient était hospitalisé, il n'est pas hospitalisé maintenant, mais s'il était hospitalisé, vous aurez le nom de l'hôpital et le service dans lequel il est hospitalisé avec son numéro de référence. C'est intéressant, ce numéro de service est intéressant lorsque vous voulez facturer une visite à l'hôpital. Donc je reviens maintenant vers ma patiente ici, où j'ai fait ma consultation complète. Lorsque j'ai terminé ma consultation, je ne vais pas rentrer dans trop de détails de la consultation puisque ce n'est pas vraiment le but de la réunion aujourd'hui. Vous cliquez sur le bouton clôturer. Avant cela, je vais quand même vous signaler que vous avez régulièrement des patients qui arrivent pour plusieurs pathologies. Par exemple, le patient vient ici pour un mal de gorge, il a une pharyngite, et le patient peut venir pour autre chose, en disant « Tiens, je viens aussi pour mon eczéma qui ne va pas mieux, par exemple. » Et là, vous avez un petit plus qui est tout à fait en bas, et vous pourrez créer ce qu'on appelle un nouveau sous-contact. Et dans le motif, vous pourrez noter,
par exemple, que le patient a du prurite et vous donnerez un traitement, etc., etc. Vous pourrez créer autant de sous-contacts que vous voulez. L'avantage est que quand vous clôturez la consultation, ici, vous allez avoir dans le résumé, dans la ligne du temps, vous allez avoir les deux motifs pour lesquels le patient est venu mis en évidence de façon claire, le mal de gorge et le prurite. Les deux sous-contacts ont bien été individualisés. Dans la ligne du temps aussi, vous avez les consultations qui sont affichées par une petite icône avec une horloge. Vous pouvez filtrer sur la liste des consultations. Les labos sont affichés par le symbole labo. Vous pouvez filtrer directement sur les labos. Les rapports sont affichés dans les rapports, etc., etc. Quand vous faites une nouvelle consultation également, en cliquant sur plus consultation, vous allez avoir une consultation classique qui apparaît, mais vous pourrez vous-même aussi très facilement changer de type de consultation et par exemple dire qu'il s'agissait d'une consultation électronique par visioconférence ou par téléphone. Je vais supprimer cette consultation aussi. Donc maintenant, le premier service de MyCarenet, l'assurabilité, est terminé. Je vais vous parler du deuxième service qu'offre MyCarenet, qui sont le DMG. Par défaut, le DMG apparaît directement dans le dossier du patient en ouvrant le dossier du patient. En cliquant dessus, je peux voir ici que le DMG m'appartient. Il est bien clairement montré ici. Par exemple, si je prends un autre patient, vous pourrez voir ici, oui, il m'appartient aussi, je ne sais pas si j'en ai un autre. Voilà. Par exemple, un autre patient où le DMG appartient à un médecin extérieur, par exemple, ou appartient à un autre médecin de votre groupe, ou n'a pas de DMG. Donc, il y a 4 couleurs différentes pour l'affichage du DMG. Le DMG est quelque chose d'électronique, c'est-à-dire que le DMG papier, les attestations papier qui se faisaient avant, seront interdites à partir de l'année prochaine. Le DMG électronique sera la règle. Comment vous affilier au DMG électronique? Il faut le faire qu'une seule fois, même en tant qu'assistant aussi. Quand vous cliquez ici sur votre pastille, à gauche, un petit détail, j'ai oublié un petit détail qui a son importance, j'ai oublié de vous signaler tantôt, lorsque vous allez mettre votre numéro dynamique d'assistant, 006 par exemple, directement à droite, vous pourrez rechercher un maître de stage. Et là, vous allez taper quelques lettres et vous allez retrouver des médecins qui se trouvent dans votre base de données en tant que maître de stage. Donc ça, n'oubliez pas de le faire, de compléter le nom de votre maître de stage, puis vous cliquez sur « Modifier l'intervenant ». J'ai oublié de vous expliquer ça au départ. Ma mise à jour a échoué, je ne sais pas pourquoi, je vais réessayer. Sinon, voilà, non, c'est parce que c'est un programme test que j'ai ici. Mais ce que je voulais vous montrer pour le IDMG, donc vous ouvrez la pastille qui se trouve en bas à gauche, vous cliquez sur IDMG, et là, moi je suis déjà inscrit, donc je ne sais pas vous le montrer directement, mais là vous allez avoir une fenêtre où vous devez mettre le numéro de compte. Donc là, naturellement, c'est le numéro de compte du maître de stage qu'il faudra encoder. Il y a une petite case qui va dire « J'utilise le même numéro de compte pour toutes les mutuelles », parce qu'on peut encore spécifier un numéro différent par mutuelle si on le veut. Le maître de stage, il a peut-être un compte spécifique pour les DMG, vous encoderez ce compte-là et vous faites valider. Vous devrez naturellement accepter parce qu'une fois que vous êtes inscrit au IDMG, vous êtes inscrit de façon définitive. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, mais de toute façon, comme je vous dis, le DMG papier a vécu ses heures et l'année prochaine, ce sera complètement terminé. L'avantage du IDMG, c'est que c'est quelque chose de rapide, de synchrone. Par exemple, vous avez un nouveau patient. Je prends exemple ici ce patient-là. Quand je vais cliquer dessus, je vais voir que le médecin, le DMG appartient à un autre médecin. Si je veux, moi, demander le DMG de ce patient aujourd'hui, à la date du 15, du 10,
Je vais choisir un numéro de nomenclature parce que pour être sûr que j'ai vu le patient. Donc, les numéros de nomenclature des téléconsultations COVID ne fonctionnent pas pour ça. Donc, il faut vraiment une consultation ou une visite à domicile. Ce nouveau DMG doit être demandé dans les 7 jours du code associé. Et là, je vais cliquer sur Valider. Dès que j'ai fait ma demande de DMG, automatiquement, c'est quelque chose de vraiment synchrone. Le DMG, la demande a été acceptée. Et lorsque la demande a été acceptée, lorsque je vais fermer le dossier du patient et le réouvrir, voilà, le DMG sera automatiquement mis à jour. Donc c'est quelque chose de vraiment de synchrone. Vous voyez, le DMG m'appartient maintenant de façon vraiment, vraiment directe, il m'appartient à moi. Il n'a pas encore été payé pour l'année, il ne m'a pas encore été payé, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je n'ai pas encore envoyé mon attestation de consultation de façon électronique, ou que l'ancien médecin traitant avait déjà lui-même reçu la somme pour ce DMG. Dans ce cas, naturellement, il ne sera pas repayé une deuxième fois. Donc là, ce sont les actions synchrones du DMG, c'est quelque chose d'immédiat. Vous demandez le DMG maintenant, vous pourrez faire une attestation électronique. Dans les secondes qui suivent, le patient bénéficiera du remboursement DMG. Alors aussi, l'avantage du DMG, là ce sont du IDMG, ce sont les IDMG asynchrones, c'est que dans les outils, ici, vous retrouverez des listes de patients. Vous pourrez demander à la mutuelle, par exemple, demander la liste de mes patients à la mutuelle. En cliquant dessus, je vais faire une demande à toutes les mutuelles et donc vous voyez que le 15 du 10, j'ai envoyé à la mutuelle 100, 200, 300, 400 la liste de tous mes patients qui sont affiliés à ces mutuelles. C'est asynchrone parce qu'il faut 2-3 jours pour avoir le résultat total. Et quand vous avez le résultat total, comme par exemple la demande que j'avais faite au 10 du 8, vous voyez, il y a des petits V partout, en cliquant dessus, là je vais retrouver la liste de tous mes patients qui ont un DMG et vous verrez directement les montants qui ont été payés. Montant de 31,61 € avec la date de paiement, un montant supérieur parce que le patient est malade chronique par exemple. Donc ça, ce sont la liste de tous vos DMG. Un autre outil très intéressant dans les DMG sont toujours dans les outils IDMG, les renouvellements et les clôtures. Donc ça, vous allez pouvoir voir directement que la liste de tous vos patients et les patients qui sont partis chez un autre médecin. Par exemple, dans ce cas-ci, d'une patiente qui a déménagé, j'étais le médecin traitant et cette patiente est partie vers un autre médecin de la région. Donc il y a bien eu une clôture du DMG le 24 du 6. Par contre, il y a eu une prolongation, c'est-à-dire que le patient a été vu en consultation par le médecin. Le DMG a été prolongé automatiquement pendant une période de 2 ans. Donc le DMG est actif pendant une période de 2 ans chez le patient. Donc, moi je vous encourage en tant qu'assistant, après avoir mis toutes vos coordonnées, avoir choisi votre maître de stage, d'aller dans votre pastille et ici dans le IDMG, d'activer les IDMG. Au niveau du chapitre facturation maintenant, donc lorsque vous avez un patient que vous voulez facturer, comme ici, les facturations papier sont toujours possibles, mais je vous conseille vivement d'utiliser la facturation par MyCarenet. Donc la facturation par MyCarenet se présente de cette façon-ci. Lorsque vous cliquez sur le bouton Attestation, à droite de la barre e-santé, vous allez afficher sur la gauche la liste de tous vos codes, on va dire intellectuels, et là, tous les actes techniques. Dès qu'un acte intellectuel a été choisi une seule fois, il va se mettre comme favori et vous pourrez simplement cliquer dessus pour l'utiliser. Par contre, même chose pour les actes techniques, vous l'avez utilisé une fois, vous le retrouverez là. Par contre, si vous ne l'avez pas utilisé, vous tapez le code directement. Par exemple, vous tapez le code directement et vous allez le retrouver là. Par exemple, je fais une consultation, j'ai cliqué sur le code de consultation ici, j'ai fait un acte technique.
Ça peut être un acte technique de jour ou je choisis un supplément, par exemple de week-end ou de nuit. Je vais prendre l'exemple de nuit. Donc une consultation de nuit après 21 heures avec l'ablation de quelque chose. Je fais suivant. Et là, je vais arriver dans... vous voyez, je fais une petite erreur ici. Il y a un rappel qui me dit que le médecin Binamé Dominique n'a pas mis de BCE dans son profil. Donc son numéro BCE doit être naturellement bien encodé pour que je puisse le retrouver. Si je fais retour, vous allez retrouver que le dispensateur de soins, c'est bien Binamé Dominique, et ce n'est pas votre nom, c'est pas moi, c'est pas du Jardin Frédéric, parce que l'attestation est toujours faite au nom du maître de stage. Donc je clique sur suivant, et là vous verrez les possibilités d'envoi. Premièrement, vous avez la facturation par e-attest. E-attest, c'est l'équivalent de votre attestation papier, mais qui est envoyée immédiatement à la mutuelle. C'est quelque chose de synchrone aussi. Si je clique sur valider, j'envoie l'attestation avec tous ses prix et tous ses codes à la mutuelle et le patient me doit ici la somme de 131,91 € qu'il peut payer en cash par banque contact ou par virement bancaire. Le patient, lui, sera remboursé en général dans les 48 heures, 72 heures grand maximum. Vous avez remarqué qu'ici, à la consultation, s'est adjointe le code de supplément de nuit. Ça s'est fait automatiquement parce que j'ai choisi la nuit. Mon code d'acte technique est là, et là, automatiquement, j'ai rajouté le code de supplément pour des actes techniques. La seule petite chose qui n'est pas encore automatisée dans MediSpring, n'oubliez pas que vous devez encoder une prestation relative. Donc, c'est-à-dire que en rapport avec cet acte technique ici et ce supplément, je dois noter que le supplément se rapporte à l'acte technique 35, 32, 31. Voilà. J'ai noté simplement là, c'est tout ce qu'il y a à faire et je peux l'envoyer. Maintenant, naturellement, le patient n'aura peut-être pas envie de payer cette somme-là et vous pourrez panacher les attestations. C'est-à-dire, je ne vais pas tout envoyer par e-attest, ce n'est pas le patient qui va me payer tout, mais le patient ne va me payer que sa consultation, par exemple. Mais je vais sélectionner que l'acte technique, c'est e-fact qui va le payer, donc je vais l'envoyer en tiers payant à la mutuelle, et le supplément, naturellement, ce sera envoyé également par e-fact en tiers payant à la mutuelle. Donc je remarque maintenant que le patient en bleu devra payer cette somme-ci, plus les tickets modérateurs éventuellement de quelques actes. Par exemple, il y avait un ticket modérateur ici d'un supplément qui est là. Donc le patient paye 64,71 € maintenant et la mutuelle payera la somme de 67,20 € une fois que vous aurez fait votre envoi. Vous pourrez encore, si vous le voulez, dire que une partie, par exemple le ticket modérateur donc, qui était ici au total de 15,53 €, peut être pris en charge par un organisme payeur, par exemple le CPS, qui se trouve encodé dans vos listes des intervenants, donc vos listes des médecins qui ont de votre carnet d'adresse. Je vais valider mon attestation, mais je vais choisir papier pour ne pas envoyer par e-attest, sinon le patient va être remboursé sur son compte et va se demander pourquoi. Lorsque vous faites e-fact, lorsque vous utilisez le service e-fact, vous êtes obligé de faire une consultation ITAR. ITAR est un organisme qui vérifie premièrement les montants que vous demandez. Il vérifie si le prix est bien de 32,61 € et de 34,59 € par exemple, et vérifie si vous avez le droit de demander ces actes techniques. Par exemple, un assistant avec un numéro UNAMI 005 n'aurait pas le droit de demander un ECG, par exemple, et ce serait refusé par ITAR à ce moment-là. Si je fais, moi, une consultation ITAR, la consultation ici va être acceptée. Voilà, le code est accepté. Il n'y a jamais de consultation ITAR pour les actes techniques. Et je fais valider. Donc, le patient me doit 49,81 € et je confirme. Donc, lorsque j'ai fait cet envoi, vous voyez ici,
c'est quelque chose qui arrivera dans la mise à jour de la semaine prochaine. Le justificatif e-attest a été envoyé directement sur l'e-box citoyen du patient. Et là, je retrouve un petit récapitulatif comptable et je peux clôturer. Dans l'onglet Finances du patient, on retrouve également le récapitulatif comptable du patient. Alors maintenant, supposons qu'au bout de la semaine, vous ayez fait tous les envois. Vous avez créé toute une série d'attestations e-fact en tiers payant, par exemple. Je prends l'exemple d'une patiente ici, Madame Van Chicken Soup. Vous ouvrez son dossier et quand vous ouvrez son dossier, vous voyez tout de suite que la patiente est BIM. Ici, c'est marqué en haut à droite de son nom. Si vous voulez lui faire une attestation, je clique sur Attestation. Je veux faire une consultation. Je fais Suivant. Et là, directement, je suis positionné sur e-fact parce que le e-attest est non autorisé pour les patients BIM. Donc, au bout d'une semaine, par exemple, vous aurez fait de nombreuses attestations. Alors, dans ce cas, l'envoi des attestations par e-fact ne se fait pas par l'assistant. Donc ici, je vais montrer une action à faire bien par le maître de stage. L'envoi des attestations, toujours par le maître de stage. L'envoi des attestations par e-attest, l'assistant le fait, c'est quelque chose de synchrone. L'envoi d'une demande de DMG est fait par l'assistant, c'est fait au nom de son maître de stage automatisé. Le DMG est au nom du maître de stage et pas de l'assistant. Par contre, lorsque je vais ici dans l'onglet Facturation, là, je vais retrouver ici un onglet des attestations à envoyer. Et là, je vais me retrouver avec toutes les attestations à envoyer. Et alors là, vous verrez, il y a un petit message tout à fait en haut. Le maître de stage pouvait, lui, dans sa fiche, en bas à gauche, dans la partie facturation, avoir un compte bancaire partagé par les assistants. Par exemple, si le maître de stage travaille en association dans une maison médicale ou un groupe de médecins, il arrive souvent que les assistants, que le travail, le montant des attestations faites par les assistants arrive sur un compte commun que se partagent ensuite les maîtres de stage au prorata de l'utilisation de l'assistant dans leur pratique de chacun. Donc là, ils peuvent remplir le compte partagé pour les assistants avec un autre numéro de compte, par exemple. Ensuite, quand le maître de stage fera son envoi, il pourra filtrer ici les attestations par l'assistant. Je clique sur le petit menu là et je dis je ne veux voir les attestations que de l'assistant. Il va cocher la case assistant et puis cliquer sur le bouton filtrer. Là, nous avons à ce moment-là que les attestations faites par l'assistant. Quand les attestations faites par l'assistant ont bien été toutes notées, à ce moment-là, le médecin, le maître de stage, peut les sélectionner toutes ici par un seul clic. Vous voyez, il y en a certaines qui ne sont pas sélectionnées parce que, à mon avis, la validation ITAR n'avait pas été faite. Et ensuite, il peut faire un envoi vers e-fact. L'envoi vers e-fact sera fait pour cette dizaine d'attestations sur le compte spécifié, le compte assistant uniquement. Ensuite, le maître de stage pourra, lui, retrouver uniquement ses propres e-facts filtrés. Et alors à ce moment-là, il pourra faire une sélection complète de toutes ces attestations et en un clic, quand il va cliquer sur envoyer mes e-facts, les e-facts vont partir vers la mutuelle 100, la 200, la 300, la 400, etc. de façon bien différente. Si un maître de stage est seul et travaille avec un seul assistant et un seul compte bancaire, naturellement, il n'a pas besoin de faire ce filtre par assistant. Il peut très bien effacer le filtre et alors avoir la totalité des attestations faites par l'assistant, comme celle-ci, ou les siennes qui vont arriver sur le même compte. Il les sélectionne toutes et à ce moment-là fait un envoi unique directement vers MyCarenet. Une fois que cet envoi arrive à MyCarenet, les fichiers sont dispatchés vers les différentes mutuelles et là, vous pourrez suivre les envois e-fact qui ont été faits. Par exemple, moi, je vais suivre les envois de l'année.
Oui, moi, j'ai pas d'envoi dans ce cas-ci parce que c'est un programme de test. Et là, vous pourrez avoir les envois qui ont été faits, par exemple, dans l'année ou dans le mois précédent et voir ce qui a été payé, etc., etc. Donc, bien comprendre que une attestation ici faite par l'assistant, il sera marqué le nom de son maître de stage dans ce cas-ci, si c'est un assistant. Donc, lui peut envoyer directement une attestation e-attest sans problème. Il demande l'argent, il demande 26,78 € ou alors il peut agrandir le prix au demi-euro supérieur, par exemple 27 €. Il demande les 27 € au patient. Il reçoit l'argent liquide ou par virement ou par banque contact et il remet naturellement l'argent à son maître de stage et le patient est remboursé dans les 2-3 jours. Par contre, si c'est une e-fact, mais là, l'envoi est fait par le maître de stage et pas par l'assistant toutes les semaines ou tous les mois au choix du maître de stage. Et c'est également le maître de stage qui, dans le symbole euro, pourra lui retrouver dans les envois e-fact tous les envois qui ont été faits et les attestations qui doivent éventuellement être corrigées. Alors ici, le dernier point de la e-santé, enfin pas vraiment de la e-santé, mais de l'utilisation du certificat e-health dans Medispring, c'est que tous les courriers envoyés par les médecins spécialistes vous arrivent via la e-health box. Une fois que vous aurez activé votre certificat e-health dans Medispring, vous aurez automatiquement un accès e-health box. Et quand vous avez un accès e-health box, automatiquement, tous les quarts d'heure, tous les résultats envoyés dans votre e-health box vont arriver directement dans cette boîte de réception ici. Et dans cette boîte de réception, une fois que le résultat est là avec un petit V vert, si je clique dessus, c'est-à-dire que le résultat a bien été envoyé directement et il est dans le dossier du patient. Ce résultat est déjà dans le dossier du patient de façon totalement automatique et systématique tous les quarts d'heure. Par contre, lorsque je vois des points, je vais recocher les messages non traités, lorsque je vois par exemple des points des points rouges, enfin ici il y avait beaucoup de tests là derrière, par exemple, voilà, lorsque je vois un point rouge comme ici, c'est-à-dire que le résultat n'a pas été traité, que le fichier est là de façon brute, et pourquoi est-ce qu'il n'a pas été traité? Tout simplement parce que le patient, dans mon cas ici, n'existe pas dans la liste des patients. Et alors à ce moment-là, il suffit pour moi de l'associer au patient et le problème est résolu. Donc, ou de créer le patient si le patient n'existait pas. Donc ici, dans cette e-health box, vous aurez tous vos messages destinés aux patients qui vont arriver. Vous aurez aussi des messages destinés à d'autres médecins. Par exemple, vous voyez, moi j'ai fait des petits tests ici. Vous voyez qu'il y a un message que moi j'ai renvoyé avec une pièce jointe, par exemple, où tous les résultats de COVID ou vos demandes de COVID vont systématiquement apparaître également dans la e-health box. Vous pourrez également utiliser la e-health box pour envoyer des messages. Et j'insiste vraiment pour que vous utilisiez cette fonctionnalité-là. Parce que la e-health box est quelque chose de sécurisé par rapport à un Gmail. Vous cliquez sur le bouton Nouveau message. Vous pourrez choisir ici dans le A un médecin que vous retrouverez dans votre liste d'intervenants, par exemple. Je prends l'exemple du Jardin Laurent. Vous voyez, il y a son numéro d'INAMI. Le numéro d'INAMI est le seul identifiant qu'on ait besoin pour envoyer une info, un message sur la e-health box. Par contre, si je ne connais pas le nom du médecin enfin si je connais le nom, mais je ne connais pas son numéro d'INAMI, par exemple, il n'a pas été créé dans mon dossier, je peux ici cliquer sur « Ajouter un destinataire depuis l'annuaire global ». Par défaut, c'est un médecin. Je peux naturellement, moi, rechercher, par exemple, je veux envoyer un petit message à une infirmière. Voilà, une infirmière. Et je vais taper le nom, il faut toujours taper le nom complet. Je prends l'exemple de l'infirmière de ma région qui s'appelle Madame Carton et je vais retrouver toutes les infirmières dont le nom de famille est Carton.
Et voilà, je vais retrouver Monique Carton qui est là. Et je peux cliquer sur ajouter. Je peux même directement l'ajouter à mon carnet d'adresse si je veux. Donc j'envoie un message crypté, sécurisé à Monique Carton. Vous mettez un objet, par exemple suivi de plaie patient. Vous pouvez mettre un petit texte, tiens, je trouve que la plaie patient n'est pas très jolie, etc., etc. Vous pourrez rajouter un fichier. Par exemple, ici, moi, j'ai des images médicales. Oups, vous montrez ici une image avec une plaie qui n'est pas très jolie. Elle a été rajoutée directement dans le message et vous cliquez sur Envoyer. Et là, vous aurez un envoi direct vers Monique Carton. Je vais reprendre mon propre nom. Comme ça, je ne... Oups. Voilà. Et je peux cliquer sur Envoyer. Et quand je clique sur Envoyer, l'envoi du message a été effectué. Vous retrouverez une trace de ce message envoyé par la Yesbox dans la liste des messages envoyés ici, suivi de Play Patient, et vous verrez une réponse de l'infirmière qui pourra vous répondre. Donc ici maintenant, j'ai rapidement brossé tous les services de la e-santé qui sont disponibles dans Medispring. Il y en a d'autres qui doivent encore arriver plus tard en fonction des critères d'enregistrement également. Quand vous avez fait, n'oubliez pas que si vous voulez des détails de tout ceci, allez dans le petit point d'interrogation, cliquez sur le FAQ, voir la question-réponse, et là, vous tapez quelques lettres, par exemple, IDMG. Vous ne savez pas très bien comment s'inscrire au IDMG, s'enregistrer au IDMG, cliquez dessus et là vous allez avoir directement la petite fenêtre qui va s'afficher. Vous voyez ce que je n'ai pas pu vous montrer tantôt parce que moi j'étais déjà inscrit. Vous mettrez votre numéro de compte ou le numéro de compte du maître de stage si vous êtes assistant et vous vous inscrivez directement au IDMG. Lorsque vous êtes ici dans l'aide, vous pouvez aussi aller vers la chaîne YouTube qui est là. Et là, vous retrouverez directement tout le contenu des petites vidéos qui se trouvent sur la chaîne YouTube. Ici, vous avez les vidéos récemment mises en ligne et dans l'onglet vidéos, vous avez l'ensemble des vidéos qui sont sur la chaîne Medispring. Il y en a qui sont plus longues que l'autre. Si c'est un webinaire enregistré comme aujourd'hui, il peut être relativement long. Sinon, nous avons des petites vidéos de quelques minutes au sujet de thèmes bien précis. Il faut savoir aussi, lorsque, en tant qu'assistant, vous utilisez un logiciel médical, vous aurez droit à une prime INAMI qui est de l'ordre de 800 €, qui est fixe. Si c'est un maître de stage, naturellement, le maître de stage reçoit une prime qui est proportionnelle au nombre de services de la e-santé utilisés, par exemple la e-prescription, l'utilisation des e-attests, l'utilisation du chapitre 4, etc., etc. Et chaque fois qu'il aura utilisé ces services, il recevra un point supplémentaire et s'il a 8 points sur 10, il touchera le maximum de la prime, c'est-à-dire actuellement 6 000 €. Pour l'assistant, lorsqu'il fera sa demande de prime sur l'INAMI, il ira dans un navigateur web, et là pourra taper sur My INAMI directement. Et là, sur My INAMI, sur le programme de l'INAMI, il pourra accéder au programme. Et une fois qu'il a accédé au programme, c'est là qu'on peut gérer l'accréditation, etc., etc. Il pourra générer également sa demande de prime. Là, il fera sa demande de prime et là, devra mettre dans les informations le numéro de compte du maître de stage, puisque c'est le maître de stage qui paye la licence Medispring de l'assistant, et donc c'est le maître de stage qui reçoit la prime de l'assistant. Une fois que l'assistant passera naturellement lui-même en tant que médecin, à ce moment-là, il pourra changer ce numéro de compte et mettre son propre numéro de compte au moment de la demande de prime. Une toute petite chose que j'ai oublié de vous en parler, je l'ai cité tantôt, c'est quand vous êtes dans le dossier d'un patient. Par exemple, lorsque vous faites une consultation, j'ai oublié de vous montrer un des services de la e-santé qui est le chapitre 4. Lorsque vous faites une demande de prescription, vous allez voir s'afficher ici des notions de B, B4, etc. Et vous voyez qu'il y a des couleurs différentes.
Donc ici, par exemple, le B4 est en vert, donc c'est-à-dire que le patient est en ordre de remboursement du paracétamol en chapitre 4 actuellement. Ce qui est en rouge, c'est que le patient n'est pas en ordre ou une demande n'a jamais été faite. Et ce qui est en orange signifie que la demande a été faite, mais qu'elle est presque périmée, elle va se périmer dans les 3 mois. Comment accéder aux demandes de chapitre 4? Par exemple, vous tapez le nom d'un médicament, comme ici, je prends l'exemple de Limitrex en Glaxopen. Vous voyez qu'il y a une demande d'autorisation qui est possible. Vous cliquez dessus et là, vous arrivez directement dans l'onglet chapitre 4 et là, vous pourrez cocher « Je fais cette demande pour la migraine sur base d'un rapport d'un médecin conseil ». Vous faites la demande, vous cliquez sur le bouton « Demande ». Éventuellement, vous rajoutez des annexes si c'est nécessaire et vous envoyez la demande. Vous voyez, c'est très très simple à utiliser. Par contre, lorsque vous voulez vérifier les demandes de chapitre 4 qui ont déjà été faites pour le patient, là, vous allez directement dans l'onglet chapitre 4 et là, vos accords vont se dérouler et là, vous verrez en cliquant sur le bouton consulter, là, vous pourrez vérifier que la liste des... vous voyez ici, j'ai un bouton qui met impossible de consulter vos demandes de chapitre 4. Pourquoi? Tout simplement, on le voit ici en orange, je n'ai pas de lien thérapeutique avec le patient. C'est un patient de mon épouse, donc je n'ai pas de lien thérapeutique avec lui, donc je ne vois pas, mais je vois ces anciens encodages qui ont été sauvés dans le dossier du patient. Et là, vous voyez chaque fois la date de début et la date de fin de demande du chapitre 4. Voilà, donc j'ai fait très très rapidement le tour de la e-santé. Maintenant, comme on voulait respecter le timing de 13h30, il me reste encore 10 petites minutes pour des éventuelles questions-réponses. Voilà, merci beaucoup Frédéric. Donc, on a reçu quelques questions. Et avant ça, je voudrais juste aborder deux points donc, qui ont été mentionnés par Frédéric au tout début. Donc, au niveau du certificat IELTS et de l'inscription au réseau de santé wallon. Donc, moi, je me mets à la place de tous ces jeunes qui viennent d'arriver dans leur contexte professionnel après avoir fait de longues études. Le contexte n'est pas facile pour le moment. Il y a même de quoi s'encourir, pour le dire platement. Et donc, moi, je veux vous donner vraiment l'aide, une aide efficace et vous indiquer le chemin le plus direct pour avoir votre certificat et votre inscription au réseau de santé wallon. Frédéric vous a montré qu'il y avait une façon de faire, qui est d'obtenir avec l'aide des services fédéraux, par exemple le certificat IELTS, mais on a des services plus locaux aussi et qui sont efficaces et même plus efficaces. Et donc, moi, je vous conseille de passer par le e-santé Wallonie. C'est d'ailleurs un lien qui est très simple à remplir, qui vous est proposé avec une personne extraordinaire qui est là derrière et qui s'occupe de tout ça, qui va vous contacter au moment que vous aurez sollicité, c'est-à-dire qu'on va vous demander un créneau horaire où vous êtes devant votre PC et où vous avez un petit quart d'heure devant vous pour vous appliquer à ça. Et cette personne va prendre la main sur votre ordinateur pendant un quart d'heure et ensuite, eh bien, vous serez tranquille et tout sera fait dans les règles de l'art. Et cette personne va même vous montrer comment mettre le certificat IELTS sur une clé USB puisque vous en aurez besoin aussi pour le logiciel du poste de garde dans le cadre de vos gardes. Donc ça, c'est une chose. Je vous enverrai donc suite à ce webinaire le lien pour pouvoir faire ça. Et pour l'inscription au réseau de santé wallon, la façon la plus simple que l'on ait trouvée avec Philippe Jongen, qui est avec moi d'ailleurs au réseau de santé wallon, c'est que je puisse vous envoyer le formulaire d'inscription, ce que je vais faire aussi après le webinaire. Vous le remplissez, vous me l'envoyez. Vous n'avez pas besoin de mettre de garant puisque ce sera Philippe et moi les garants. On est bien témoins que vous avez participé au webinaire et donc il vous suffira de remplir le formulaire et on s'occupera directement de votre inscription au réseau de santé wallon. Et je remercie au passage Philippe qui facilite toujours tout ce qui est, voilà, toutes ces inscriptions et également pour le certificat IELTS. Voilà, donc comme ça, vous êtes rassurés sur ces points-là.
Et on va passer aux questions maintenant que je l'ai un petit peu triées en fonction des thèmes. Et donc, on a par exemple au niveau des DMG quelques questions bien précises. Une question d'Aurore. Quand l'assistant encode le numéro de compte IDMG de son maître de stage, comment fait-il à la fin de son assistanat pour le modifier pour que le DMG n'arrive plus chez le maître de stage? Oui, c'est une bonne question. Et là, c'est uniquement à la mutuelle qu'il faut là, il faut changer ce numéro de compte au niveau de la mutuelle. Là, il faut contacter les mutuelles. Il y a pas d'outil disponible dans la e-santé pour le faire depuis le logiciel. Merci. Alors, une question d'Ariane qui travaille en maison médicale. Faut-il faire le IDMG quand on travaille en maison médicale? C'est le numéro INAMI de la maison médicale qui est renseigné comme détenteur du DMG. Oui, en maison médicale, c'est différent parce que chaque fois qu'un patient est inscrit en maison médicale, un DMG est ouvert immédiatement déjà par voie électronique. Donc, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Je ne peux pas avoir la confirmation complète parce que je ne connais pas tous les arcanes des maisons médicales. Mais pour moi, je pense que les maisons médicales ne doivent pas s'enregistrer en tant que telles. Merci. Alors, Jean-Louis nous demande si un assistant ouvre un DMG, est-ce que le DMG est détenu par l'assistant ou par le maître de stage? Par le maître de stage. Clairement, j'ai pas pu vous le montrer ici, mais quand un assistant fait un DMG, donc quand on va cliquer ici sur le bouton DMG en tant qu'assistant, il va être marqué ici en dessous, fait par exemple, Dujardin Frédéric, moi qui suis assistant, au nom de Bien-Aimé Dominique, qui est son maître de stage. Ça va être indiqué très clairement ici en dessous. Donc le DMG est clairement au nom du maître de stage, naturellement. Merci. Alors, Abdel nous demande comment on peut bloquer la réception des dossiers de patients qui ne sont plus des patients, parce que ces dossiers peuvent arriver encore par dizaines par jour. Je n'ai pas compris bloquer. Donc, Bloquer comment? comment on peut annuler la réception des dossiers et des documents en fait des patients qui ne sont plus des patients? Ah, par la Yesbox, qui arrive par la Yesbox. Voilà. Oui, non, à ce moment-là, il y a pas moyen, hein, il y a pas moyen puisque c'est vraiment le médecin, la clinique qui doit à ce moment-là dire que l'envoi ne doit pas se faire vers vous, vers le médecin, mais vers le nouveau médecin traitant. Ça, c'est comme si vous recevez un document papier par la poste d'un ancien patient qui vient plus chez vous. Donc là, c'est la clinique le patient qui doit le dire à la clinique en tout cas. Il n'y a pas moyen de le bloquer. Même si on met le patient en inactif, comme ça j'en profite pour vous le montrer, par exemple ici, j'ai un patient qui est là, je vais dans sa fiche, si le patient ne vient plus chez vous, tout à fait en bas de la fiche, vous pouvez décocher actif et mettre ici qu'il a changé de médecin, par exemple, où il est parti, etc. Et une fois que vous l'avez fait, vous cliquez sur modifier le patient. Donc à ce moment-là, le patient est inactif, mais s'il est inactif, la réception des courriers ILSbox continue toujours, parce que ça peut être logique, un patient, vous l'a mis inactif car il est décédé, un mois après, vous recevez encore un rapport d'une clinique, etc. Il va se mettre quand même dans le dossier du patient au niveau archive. Là, on ne sait pas bloquer ça. Merci. Alors, Isabelle nous demande si on fait des IA-tests, comment sait-on la somme globale au bout de la semaine reçue par l'assistant? Oui, c'est une bonne question. Alors ici, dans la liste dans le petit euro sur la barre d'outils sur la gauche, là, vous avez par défaut ici, on retrouve les attestations. Moi, je vais prendre ici les attestations de l'année, par exemple. Voilà, c'est une base test, il n'y en a pas tellement. Et donc là, on retrouve ici toutes les attestations qui ont été faites en vrac par différents dispensateurs, par des assistants. Voilà, on trouve des assistants, etc. Et là, vous aurez l'occasion de filtrer par mes factures ou toutes les factures. Mais pour voir toutes les factures, l'utilisateur a besoin d'un droit d'admin, sinon il ne va voir que ces factures. Et là, on pourra vérifier tous les assistants ou choisir un assistant en recherchant une personne dans la liste, par exemple. Je vais chercher un assistant. On voit ici, j'ai pas d'assistant dans la liste. Mais là, une fois qu'on aura fait un filtre de cette façon-là, on pourra choisir et on affichera de cette façon-là également le total qui a été gagné. Par exemple, ici, c'est dans le courant de l'année 2020. J'ai le total ici pour mes factures et pour tous les assistants, par exemple. Voilà, c'est uniquement tous les assistants.
Vous pouvez aussi, dans cette fonction-là, exporter en Excel. Je clique sur Export Excel et alors on enregistre par exemple ici directement dans les téléchargements le fichier Excel. Voilà. Lorsque je l'ai exporté en Excel, je vais le rechercher dans mes téléchargements. Voilà. Voilà. C'est pas le bon que j'ai ouvert, enfin ça n'a pas d'importance. Et là, vous retrouverez dans ce fichier Excel l'ensemble des attestations qui ont été faites avec l'auteur, etc., etc. Donc, vous aurez toutes les infos directement dans le fichier Excel et là, vous pourrez vraiment le filtrer comme vous le voulez. Donc ça, c'est vraiment le fichier Excel qui vous permet, déjà pour avoir une petite vision globale, tiens, de combien l'assistant a-t-il gagné par semaine, simplement en mettant mes factures. S'il n'a pas les droits d'admin, il n'y aura que mes factures, donc par défaut, lui ne verra que ces attestations qui ont été faites. Mais si le maître de stage veut voir une facture en particulier, il va mettre les factures d'un autre praticien et va rechercher par exemple le praticien Binamé Dominique, voilà, et il va rechercher le praticien Binamé Dominique, donc l'assistant par exemple, et pourra retrouver uniquement ce praticien-là. Merci. Alors, Pascaline, qui travaille en maison médicale, nous aide en confirmant une réponse. Merci, Pascaline. Donc, pour les maisons médicales, le DMG est compris dans le forfait. Si la maison médicale est au forfait, il ne doit donc pas être facturé. Oui, c'est bien ça. Merci de la confirmation. À tous. Jean nous demande comment renouveler son certificat IELTS qui se termine dans 15 jours. Eh bien, Jean, dans quelques heures, vous irez voir sur votre email et vous pourrez activer le lien dont je vous ai parlé et la personne extraordinaire qui se trouve au bout pourra vous aider. Voilà, donc une question vite réglée. Si l'assistant, Graziella nous demande si l'assistant est encore 000, il ne peut pas s'inscrire au rôle de garde et le médecin, son maître de stage ne peut pas accepter le certificat IELTS, il n'a pas accès à IRSUP ni au Hub, comment faire? Oui, oui. Là, tant qu'il n'y a pas de numéro INAMI valide, c'est comme si un médecin est en attente de son numéro d'INAMI, on ne peut rien faire. Il faut attendre d'avoir un certificat IELTS valide, d'avoir un numéro valide pour faire sa demande de certificat. Là, je veux dire, ça ne dépend pas de moi. Merci. Alors, Jean-Louis nous avait posé une question tout au début. Pour un envoi par mail, si l'adresse mail est mal encodée dans le dossier, y a-t-il un feedback qui nous en avertit? Non, il n'y a pas de feedback qui avertit parce que le mail est envoyé sous forme de no reply, donc c'est-à-dire que ce n'est pas avec votre propre adresse mail que c'est envoyé, mais c'est un serveur chez MediSpring. Et pour justement pas que le patient puisse répondre, etc., etc. Et donc, vous ne recevrez pas un message comme si vous avez vous-même envoyé un mauvais mail de dire ça, le mail n'a pas pu être distribué. Donc, si c'est le cas, c'est le patient qui vous téléphonera quelques jours après en disant je l'ai pas reçu mon ordonnance. Et là, vérifiez bien que lui vérifie dans ses spams d'abord et qu'il vérifie et vous-même vérifiez l'adresse email. Mais il n'y a pas d'alerte. Vous ne recevez pas d'alerte. Et on va terminer sur un constat de Philippe qui nous dit par rapport aux SUMER, les spécialistes et singulièrement les services d'urgence n'utilisent toujours pas ou très peu IELTS. À ce titre, nous faisons des SUMER, des rapports qui ne sont pas lus, pas utilisés. C'est assez désespérant d'appeler les urgences, de signaler qu'on a envoyé le SUMER du patient et de s'entendre répondre le quoi. Eh bien, je compatis tout à fait, Philippe, parce que je vais moi-même parfois dans les hôpitaux pour expliquer ce qu'est un SUMER et essayer de motiver les urgentistes à ouvrir ces documents précieux. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de mettre sur un petit papier que vous donnez à votre patient, à adresser aux urgentistes ou aux spécialistes qu'il va voir. Tout se trouve sur le SUMER et de cette façon, ils seront obligés de chercher le SUMER. Voilà. Oui, c'est bien vrai, mais c'est pas pour ça que ça doit décourager les médecins traitants d'envoyer des SUMER. D'abord, peut-être qu'un jour, les nouveaux spécialistes vont se mettre à visualiser les SUMER, premièrement. Et deuxièmement, n'oubliez pas que, comme je vous ai montré tantôt, que vous avez toujours la possibilité d'importer un SUMER. Donc, si vous-même avez fait un beau SUMER, par exemple, votre patient dit, ben voilà, je déménage, vous en profitez pour mettre à jour son SUMER, donc envoyer un nouveau SUMER, et vous signalez à son nouveau médecin traitant, par la IELTSBox par exemple, que ce nouveau médecin traitant, lui, il va lire la carte d'identité du patient, il va créer le lien thérapeutique avec lui, et lui pourra directement aller visualiser le propre SUMER que vous venez de placer,
oui, hein, justement pas ici, le SUMER que vous venez de placer et pourra l'importer dans le dossier médical de son patient et donc aura d'emblée un dossier médical complet grâce à votre SUMER. Voilà et donc par exemple, dans certains hôpitaux et donc je peux le dire, par exemple, pour le CHU-UCL Namur, donc les 3 sites, il y a une dizaine de jours, la présentation a été faite et donc tous les assistants de ces 3 sites sont au courant de ce qu'est un SUMER et où le trouver. Voilà. Et là, n'oubliez pas que le médecin traitant peut également parce que moi j'ai remarqué en allant moi-même en tant que patient dire chez des spécialistes, les spécialistes consultent quand même le hub, peut-être pas pour le SUMER, mais consultent pour les données qui y sont, les radios, et cetera, qui ont été faites dans d'autres cliniques, et cetera. Donc quand les spécialistes vont voir sur le hub, en consultant par exemple des radios, quand ils vont voir que le médecin traitant lui-même a mis des infos par exemple, une lettre au docteur untel, lettre d'introduction au docteur untel, bah, ils vont peut-être se dire: «Ah oui, tiens, le médecin traitant participe à tout ça, donc c'est quand même pas mal». Il n'y aura pas que les résultats de la radiologie qu'ils cherchent, mais tous les infos intéressantes que le médecin traitant peut mettre sous forme de rapport de contact. Donc ça, n'oubliez pas que vous avez cette possibilité dans un document de Médispring. Il ne nous reste plus de questions, donc moi je suis ravie parce que nous avons fini dans les temps. Donc comme promis, je vous envoie tout ça très rapidement et il nous reste à vous souhaiter, bon courage et à vous dire merci d'avoir passé votre temps de midi avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, merci à vous tous. Utilisez bien tous les services de la e-santé.